Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous dans le grand débat. Alors, 15 mois après l'arrivée au pouvoir du duo Diomaye Sonko, le parti PASTEF se confronte aux réalités de l'exercice du pouvoir entre attentes populaires immenses et marge de manœuvre budgétaire étroite. Le vendredi 1er août 2025, au Grand Théâtre de Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé le plan national de redressement économique PNRE, présenté comme la réponse gouvernementale à une situation budgétaire jugée critique. Évalué à 5 667 milliards de francs CFA, environ 8,64 milliards d'euros, le PNRE repose sur une approche résolument endogène. 90% de son financement devrait provenir de ressources internes sans recours systématique à l'endettement extérieur. Le plan de redressement d'Ousmane Sonko, on en parle dans le grand débat d'aujourd'hui avec le professeur Ahmed Ndiaye, éminent économiste sénégalais, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, expert reconnu. Il a collaboré avec des institutions prestigieuses comme la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Il est également auteur de nombreuses publications influentes, notamment sur le régime de change et la croissance économique en Afrique de l'Ouest. Professeur, bonjour et bienvenue dans le grand débat. Bonjour madame, bonjour monsieur Wade, bonjour mes chers co-débatteurs. C'est un grand plaisir que je retrouve le cadre de Financial Afrique, qui est que je fréquente souvent parce que j'y envoie souvent des articles. Mais là, vraiment, c'est un beau jour pour moi. Merci, tout le plaisir est pour nous. Également avec Mariam Kanté, auteur de la célèbre La Plume citoyenne, diffusée sur LinkedIn et reprise par de nombreux médias. Sénégalaise d'origine, citoyenne du monde, diplômée en communication avec une solide expérience en relations publiques et en art visuel. C'est un plaisir d'être avec Madame Kanté. Merci beaucoup à toute l'équipe de Financial Afrique. Je suis même ravie d'être là. Et surtout, voilà, c'est un honneur pour moi, vu la relation que j'entretiens avec Adama depuis des années. Je crois que ça fait plus d'une quinzaine d'années vraiment. Donc, c'est un honneur pour moi d'être là. Merci. Merci à vous. Je suis également en compagnie de Rivola Larati Mondrezi, CEO de la RDE, rencontre des entrepreneurs, comme toujours, à ma gauche. Bienvenue. Également avec Adam Awan, directeur de publication du magazine Financial Afrique. Bienvenue. Merci, et à votre droite, comme toujours. Tout comme toujours. Alors, plan de redressement d'Ousmane Sonko, je le disais tantôt, donc ce plan prévoit un financement par ressources internes. Est-il réaliste? Avant de répondre à la question, je viens au professeur Ahmed. Pourriez-vous nous, professeur Ahmed, pourriez-vous nous présenter les grandes lignes de ce plan de redressement, une brève analyse? Bon, bien sûr. Il faut d'abord rappeler le contexte de ce plan de redressement. Donc, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il y a 15 mois, ils ont trouvé une situation très difficile. Il y a une histoire de dette cachée, qui est vrai, il y a une dette cachée, et ce qui fait que, en réalité, comment dirais-je, le stock de la dette du Sénégal dépasse largement les normes permises. Les normes de 70%, on est aujourd'hui à 120%, on parle même de plus. On est à 120%, ce qui est excessif, parce qu'on devrait s'arrêter à 70%. Qui plus est, aujourd'hui, le Sénégal a du mal à assurer le service de la dette. Donc, la dette pèse lourd, ça pèse lourd dans le budget et dans les finances publiques. Alors, bon, dans ces situations-là, on a vu que la note du Sénégal, je veux dire, au niveau international, sur les marchés financiers, le Sénégal n'a pas la confiance qu'il avait avant. Donc, la note se dégrade. Et donc, le Sénégal s'endette difficilement. Donc, bien qu'il y arrive au niveau du marché de l'UEMOA, mais la situation est difficile. En tout cas, la situation des finances publiques est très tendue. Donc, et l'économie, comme on le sait au Sénégal actuellement, est dans une situation très morose. Donc, il va falloir vraiment essayer de redresser tout ça. Donc, c'est dû au fait que l'endettement est devenu
est devenu d'un poids excessif, presque insoutenable. Alors, il faut redresser. Le déficit est très élevé, le déficit budgétaire. Rien que pour cette année, le déficit est avoisine le 2000, l'ensemble des besoins de financement pour cette année. Rien que l'ensemble des besoins de financement pour 2025, c'est de 5 175 milliards. C'est-à-dire que cette année même, 2025, l'État du Sénégal doit emprunter 5 175 milliards. Ouais, c'est énorme pour quelqu'un qui a un budget de 6 000 et quelques milliards. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, il va falloir restructurer tout ça. Il va falloir donc redresser. Et redresser en même temps, ce n'est pas simplement un redressement budgétaire, c'est un redressement économique. Donc, on redresse le budget. On redresse non seulement le budget, mais toute l'économie doit être redressée. Mais bien sûr, à partir de l'action de l'État. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me tourner du côté de la citoyenne du monde. Quel est aujourd'hui le regard des citoyens par rapport à ce plan de redressement? OK, moi je vais aller sur un constat, c'est-à-dire que les nouvelles autorités, lorsqu'elles étaient dans l'opposition, bon, il y avait cette histoire de limite de la dette à 110%, n'est-ce pas? Donc, une fois au pouvoir, on a vu que c'est arrivé jusqu'à 111%, je pense, quelque chose comme ça, 110%. Il y a un problème à ce niveau. Pour ma part, je pense que, comme je l'avais dit tout à l'heure, que quand on est un leader, on doit être un bon pilote avec une bonne vision. C'est-à-dire que avoir une vision très tracée, bien articulée, et qui permet à ce que le pilote qui est dans l'avion et le peuple, les passagers, puissent aller dans la bonne direction. Mais on n'a pas vu ça. Les nouvelles autorités, quand elles sont arrivées au pouvoir, dans les premières semaines, le duo, ils ont présenté un agenda national de transformation, Sénégal 2050. Et dans cet agenda national de transformation, ils ont prévu 18 000 milliards, 400 ou presque 500 pour la période 2025-2029. Pour ma part, dans ces prévisions, l'État à lui seul doit lever 12 000 milliards. Le secteur PPP, dans le deuxième levier de financement, c'est pour le partenariat public-privé. Et c'est 6 600, je pense. Et dans ça, le secteur privé local va lever 2 600 milliards. Donc, on a une vision claire, avec un bas-bas bien tracé, et le peuple n'attend que la mise en œuvre. Mais malheureusement, ils sortent les finances publiques, ils le mettent sur la table devant la scène internationale en disant que les finances sont sales. Il y a une dette cachée, les chiffres sont falsifiés. Pour ma part, en tant que citoyenne, je trouve que c'est une grosse erreur. Et j'ai donné un exemple. Dans une famille, un père de famille, avec son époux et ses enfants, je pense qu'il y a des questions cruciales qu'on ne pose pas sur la table dans le salon devant les enfants. Les parents, quand ils sont responsables, ils prennent leurs responsabilités et gèrent en huis clos les questions cruciales de la famille. Les enfants ont besoin d'une chose, c'est de se nourrir, d'être éduqués, la formation, l'emploi et tout. C'est tout ce dont nous, on attend de nos autorités. Maintenant, ils ont fait ça et ils ont oublié que quand ils disaient que les finances sont sales, les dettes sont cachées, et ils l'ont fait devant la scène internationale. Mais ils ont oublié que ceux qui leur prêtent l'argent
C'est comme si on les incrimine aussi en leur disant, vous êtes responsables aussi, parce que comment eux, ils prêtent l'argent, ils sont contrôleurs et ils n'ont pas vu ces failles-là. Ça, c'est une question. Donc, voilà la suite. Ensuite, ils arrivent, ils mettent en place un plan de redressement. Pourquoi ils ont mis un plan de redressement? C'est parce qu'ils sont dos au mur. C'est ça la vérité. Et le plan de redressement, on est d'accord. Tout ce qui est ressources internes doit être levé. Et voilà, ça, on est d'accord. Mais ça devrait être inséré en amont dans l'agenda de transformation. C'est pas maintenant qu'on doit parler de ça. Donc, pour vous, le plan de redressement, il vient tardivement. C'est tardivement. Et juste pour rebondir un peu sur vos propos, c'est selon les dires du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est au nom de la vérité qu'il a mis au niveau de la scène publique, la scène nationale et internationale, les chiffres falsifiés, la dette cachée. Et si on s'en tient à vos propos, vous condamnez cette approche de la vérité. Exactement. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Toutes les vérités, je dis encore une fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en public. Arrivez avec la tête que vous faites là. Oui, pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, dans l'État du Sénégal, il y a des dossiers qui sont beaucoup plus calamiteux. Comme par exemple? Mais la sécurité, mais est-ce que le peuple a besoin de savoir tout? Encore une fois, je suis une plume citoyenne, je ne défends personne, je suis là pour dire, pour l'intérêt du peuple. Le peuple, ce qu'il veut, c'est d'abord l'emploi, la formation, l'éducation, le travail, et la création de richesses. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Dans les coulisses du pouvoir, ils n'ont qu'à faire leur travail sans pour autant mêler le peuple dans des histoires de falsification de chiffres, de dettes cachées et tout. Parce qu'il y a des pouvoirs régaliens qui sont là, qui peuvent le gérer sans pour autant y mêler le peuple. C'est pour cela que je vous dis, j'ai pris l'exemple de la famille. Quand un papa et une maman, ils font face dans la maison, face à des questions cruciales, c'est pas la peine d'en parler aux enfants. Si vous avez vous avez la responsabilité de stabiliser la maison. Donc, n'inquiétez pas les enfants. Si vous les inquiétez, ils vont pas bien travailler à l'école. Ils vont pas bien travailler. Donc, il y aura pas de création de richesse. Alors, on va voir la tête que vous étiez en train de faire tout à l'heure. Pour vous, est-ce que l'assainissement des finances passe par la transparence ou pas? Je pense que j'ai eu l'occasion de le dire ici, lors d'une émission qu'on avait fait. Moi, j'ai toujours dit que, l'exercice sur lequel trop de transparence tue la transparence. Moi, je suis d'un côté sur le fait que on n'aurait pas dû faire ça de la manière, en fait, dont ils ont fait. C'est-à-dire que, pourquoi tout simplement? Parce que les autres ne jouent pas le jeu. En fait, c'est comme vous jouez, en fait, un jeu. Vous jouez un jeu, il y a des règles. Si vous estimez que la personne en face ne suit pas les règles, vous ne pouvez pas être, en gros, être qu'on appelle ça, là, celui qui applique la règle au plus. C'est-à-dire que le plus, ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde le budget français, par exemple, le pays qui est devenu génération, aujourd'hui, la France également a un problème de déficit, un problème de dette. Là encore, lorsqu'ils ont entendu devant le Parlement français de l'Assemblée nationale, l'ex-ministre des Finances, Bruno Le Maire, ils ont vu finalement qu'il y a des trous. Mais c'est pas pour autant que l'ensemble, en fait, du moins de ceux qui ont, en fait, c'est pas pour autant qu'on a remis en question tout. Quand Hollande a quitté, quand le président Macron a pris, il savait qu'il y avait, il y avait des problèmes, mais c'est pas pour autant. Donc, moi, je suis sur cette ligne-là. Après, il y a tout un débat, mais je pense qu'il faut qu'on avance, c'est que l'eau, on exprime juste, c'est fait, c'est fait. Voilà, l'eau versée, on peut plus ramasser. Là, c'est fait, c'est fait. Maintenant, quelle est la solution? Comment il faudra faire? Mais moi, je faisais partie de ceux qui disent non, on n'aurait pas dû gérer ça. Alors, pour finir avec la question sur l'analyse, je viens du côté de Adam Awad. Selon ce qui se dit depuis le début de cette émission, le Sénégal est dos au mur, d'où ce plan de redressement. Est-ce que vous partagez cet avis? On va redresser la situation aussi bien budgétaire, financière, économique et sociale. Maintenant, moi j'ai un souci et je pense que il y a un chiffre que je retiendrai de ce plan, c'est 90%. 90% donc des besoins de financement qui sont, je pense, de 667 milliards d'ici 2029. milliards d'euros, oui. Donc, 90% de ces financements doivent être trouvés en interne. Et ma question, c'est comment on peut trouver
mobiliser ces ressources en interne, sachant que la pression fiscale, elle est de 17-18% du PIB et que le Sénégal compte pratiquement 90% de son tissu économique évoluant dans le secteur informel. Et sachant aussi que les ressources non fiscales, que sont le pétrole et le gaz, sont pratiquement aujourd'hui liées ou bien minées par des contrats de partage de production qui sont très complexes finalement. On avait écrit, et même ici dans des émissions anciennes, que c'était la panacée, mais finalement c'est très compliqué d'estimer le cost oil, les dépenses engagées par l'investisseur, ce qui fait qu'aujourd'hui vraiment on se dit que les recettes pétrolières seront très difficiles à mobiliser à court terme. Certainement, nous y reviendrons. Je vais me tourner du côté du professeur Ahmad. Alors, le professeur Ndiaye, donc tout à l'heure, j'en parlais que le financement à 90% par des ressources internes, est-il réaliste ou pas? Bon, de toute façon, c'est en principe le budget c'est 6400 milliards de CFA, et c'est 90%. Dans le plan, c'est prévu que ces 90%, que les 90 suivants soient avec des ressources internes. C'est leur prévision. Et le reste même serait, enfin, les 90%, c'est des ressources propres. En interne, oui. Oui. Mais les 10%, c'est des ressources de l'UEMOA. Donc, c'est 100% sous-régional. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endettement extérieur en dehors de la zone. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire. Bon, ça, c'est leur démarche, hein. Bon, moi, j'ai fait un article là-dessus, pour montrer que, en fait, l'effort, ça dit que, ce qu'on demande, ce qui est recherché, en fait, au départ, c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons un déficit de 14%. Ça, c'est le dernier chiffre qui a été révélé par le Premier ministre. Jusqu'à présent, nous, il y a une semaine, on travaille sur 12%. Mais le Premier ministre a révélé, lors à Diamniadio, qu'il y a ces 14% maintenant. Donc, il faut partir de 14% de déficit à 3% en 2027. Vous voyez. On a 14% de déficit. Ça représente presque 3 000 milliards chaque année. Le déficit budgétaire, c'est énorme. Il faut arriver à 3% en 2027. Alors, moi, j'ai fait mon calcul, moi, avec mon scénario, sur une croissance de le Sénégal doit croître en rythme de 6,5% par an, comme c'est prévu dans la vision 2050, avec un taux d'inflation de 2,5%, j'ai calculé que ce qui est l'ajustement, ce qui est nécessaire comme ajustement, c'est 2130 milliards. C'est-à-dire il faut économiser 2130 milliards d'ici 2027. Faisable? C'est le minimum, c'est faisable. Ça, c'est le minimum. Mais eux, ils parlent de 6 000, donc il y a une différence. Eux, ils redressent au maximum. Alors, le minimum qu'il faut faire, c'est 2130. Mais ils sont allés jusqu'au maximum. Est-ce que ce maximum est réaliste? C'est un pari. Parce qu'il faut décortiquer les mesures qu'ils ont prises, parce que ça suppose une augmentation de la fiscalité. Ça suppose aussi, ils parlent aussi de revalorisation des actifs, c'est-à-dire de tout le patrimoine de l'État. Donc, essayer de valoriser ce patrimoine de l'État, recyclage des actifs. Ils parlent de tout ça. Il y a de nouvelles taxes et il y a aussi la dépense, la rationalisation des dépenses. Donc, pour moi, c'est un effort quand même un peu élevé. Et c'est un pari. Et le risque qu'on craint, c'est qu'on fasse supporter au secteur privé une charge trop importante. C'est ça parce que, ouais, en économie, pour aller vite, quoi, vous avez le secteur public, vous avez le secteur privé. Tout ce qu'a le secteur public, ça vient du privé. Donc, si vous demandez 6 000, qui va donner les 6 000? C'est forcément le secteur privé. Ou bien ce que vous empruntez. Alors qu'ils empruntent 10%. Donc, ouais, c'est comme ça qu'il faut le lire. Donc, les 90% là, c'est un effort qu'on va demander au secteur privé. Ça, en termes d'impôts, de taxes, soit en termes aussi, ou bien on va leur dire, on va vendre des actifs. En tout cas, c'est toujours de l'argent qui va quitter le secteur privé pour venir au public. Et de ce point de vue-là, pour moi, en tant que j'ai dit que c'est beaucoup. Parce que c'est ça qu'on appelle, il faut éviter les effets d'éviction. Il ne faut pas que l'action publique soit
de sorte que ça draine beaucoup d'argent du privé vers le public. Parce que ça va nuire aux investissements, à la dynamique du secteur privé. Et c'est le secteur privé qui en fait, joue un rôle indispensable à la croissance, au développement. Donc, si l'État pompe trop de ressources du secteur privé, ça risque de pénaliser le secteur, la dynamique du secteur. Et c'est ça ma crainte, moi. Et moi, c'est pour ça que dans ma proposition, il faut faire le plan minimum. Le plan minimum, c'est d'ajuster sur 2130 milliards. Moi, j'aurais fait cette option-là avec 2 options. J'ai proposé 2 options, c'est-à-dire, on peut faire une option qui consiste à dire, voilà, dans un premier scénario, nous allons ajuster. On va rechercher 2130 milliards et on va toucher au secteur énergétique, aux subventions sur l'énergie. Parce que ça, c'est un problème. Dans un premier temps, on peut dire, on ajuste aussi le secteur. Mais là, je dis qu'il y a beaucoup de risques. Parce que si vous touchez à l'électricité, le coût de l'électricité va augmenter. Il y a des tensions sociales. Les coûts de production vont augmenter. Vous allez affaiblir le secteur privé. Vous allez impacter négativement la croissance. C'est très compliqué de toucher à l'électricité au Sénégal. Alors, je dis, on peut aussi faire un autre plan qui consiste à faire de l'ajustement, rechercher les 2130 milliards sans toucher à l'électricité. On peut faire ce plan-là. Donc, c'est ces 2 scénarios-là qu'on peut faire. Donc, mais les 6 000, allez, à 6 000, pour moi, c'est un ajustement vraiment un peu trop élevé et qui risque de... C'est un pari pour moi d'abord. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut être très coûteux pour le secteur privé. Je vais rester à ma droite. Alors, Adama, est-ce que cet ajustement-là pourrait permettre, l'ajustement dont parle le professeur Ndiaye, pourrait permettre au Sénégal de pouvoir relever les défis actuels? Oui, moi je trouve quand même que sur le plan macroéconomique, c'est très difficile de passer d'un déficit de 14% en 2025 à 3% en 2027. Je pense que là, quand même, c'est un pari osé. Alors, Javier Milei, il n'a pas le Sénégal à gérer, il a l'Argentine à gérer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une situation finalement. Il n'a pas 90% du secteur économique évoluant dans l'informel. L'Argentine, c'est un pays qui a une large assiette fiscale. Je te l'accorde. Et juste pour dire que si on veut réformer... Et le Sénégal, justement, la difficulté, c'est que d'un côté, tu as cette étroitesse, justement, de l'assiette fiscale. De l'autre, tu as cette crainte parce que là, l'impôt sur les sociétés, c'est 30% au Sénégal. Tu as la TVA, elle est à 18%. Tu as les taxes directes et indirectes qui viennent s'y ajouter. Donc, les entreprises qui sont dans le secteur formel sont extrêmement taxées, à mon avis. Donc, la coupe est pleine. Et vous avez atteint la limite où on peut parler de l'éviction fiscale. Justement, les risques vont augmenter. Et si vous poussez un peu plus loin, c'est la compétitivité du territoire des pays qui s'en ressentirait. Parce qu'on est dans une compétition mondiale où on veut d'un côté attirer les IDE, les investissements directs étrangers. Et pour attirer les investissements directs étrangers, il faut avoir un environnement des affaires qui est compétitif. Et dans l'environnement des affaires, vous avez la fiscalité. Donc, il y a des limites. D'autant que dans le voisinage, vous voyez, on devrait s'aligner parce qu'on est dans des ensembles régionaux qui appliquent certaines normes en matière de fiscalité, etc. Et deuxièmement, moi, je pense que le plan, comme tout plan, devrait se focaliser plus sur la production de richesses que sur la ponction de recettes, en fait, ou de richesses. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'on attend, c'est, par exemple, quels sont les axes programmatiques des plans? Et peut-être là, le professeur nous répondra tout à l'heure. C'est ça. Quels sont les secteurs prioritaires? Est-ce qu'on a une projection sur le nombre d'emplois qui va être créé, pas au terme des plans de redressement, mais surtout sur justement la vision 2050? Et est-ce que, par exemple, on peut dire que tel secteur a une priorité ou bien on a fait de ce secteur une rampe de lancement pour l'ensemble de l'économie. Ce que je relève quand même qui est bien, c'est en parlant de certains actifs de l'État à céder. Je pense que l'État peut engranger beaucoup d'argent
en cédant, par exemple, ou en introduisant en bourse. Je pense que c'est la meilleure solution. Par exemple, il y a des actifs bancaires qui sont là, qui sont valorisés, qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Donc, il y a 2 grosses banques. Je pense que rien qu'en les introduisant à la bourse d'Abidjan, non seulement ça va donner de la visibilité au pays, mais aussi c'est de l'argent engrangé tout de suite. Vous avez le TER, la société donc des trains express régionaux. Je pense qu'elle mériterait avec son patrimoine aller en bourse. Donc ça aussi c'est de l'argent, ça va soulager le pays. Par contre, sur ce que le professeur a dit par rapport à la dette, je pense qu'il y a à boire et à manger parce que si on parle de la dette publique, ou bien est-ce que aussi les engagements de l'État dans le cadre des PPP est inclus dans la dette? Est-ce que les sociétés autonomes, donc à personne morale, et qui peuvent et ont la capacité de répondre à leurs engagements, est-ce que leurs engagements sont à reverser dans la dette? Est-ce que, par exemple, les garanties souveraines que l'État du Sénégal a mis sur la table dans le cadre de certains projets PPP sont à comptabiliser dans la dette? Donc, moi, je pense que la dette de 70 à 77%, ou bien même, je dirais, la dette de 70% pour le Sénégal, elle me semble beaucoup plus plausible si on parle de la dette extérieure. Vraiment, si on reste dans la définition classique de la dette. J'ai du mal, en fait, à croire que la dette du Sénégal a dépassé 100%. Si, elle a bien dépassé. Alors, donc, nous restons dans la mobilisation de ce plan, des financements de ce plan de redressement. Tout à l'heure, vous étiez en train de retorquer au propos d'Adama concernant la mobilisation des 90% en interne. Vous avez dit qu'en Argentine, ça a été fait. Il y a eu ce redressement. Il fustigeait et vous avez soutenu en prenant l'exemple de l'Argentine. Donc, pour vous, le redressement, la mobilisation de 90% en interne, pour vous, c'est possible? Moi, je dis oui, en fait. C'est-à-dire que je pense que en termes de débat, c'est vrai que là, on discute des chiffres, beaucoup de chiffres qu'on a cités tout à l'heure, des milliards, donc les gens, c'est même pas, c'est-à-dire beaucoup d'argent. En fait, pour moi, le résumé, en gros, le point faible, je fais partie de ceux qui ont voulu ce changement, clairement, en termes de position. J'ai voulu le changement, pourquoi c'est, par moi-même, je trouve que par rapport à ma jeunesse et par rapport au Sénégal, ce que le Sénégal représente pour l'Afrique. De quoi, pour moi, le résumé, en fait, là où ça pêche, c'est la réforme. Et nous, la réforme. C'est ça, en fait, le problème de fond dont on parle. Où sont les réformes qui nous mettent sur la bonne direction? Et c'est pour ça que j'ai interpellé Adama tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, l'Argentine, comparaison n'est pas raison. L'Argentine, c'est un pays émergent. Nous ne le sommes pas. Mais on ne peut pas reprocher à ce président ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui, il est venu avec une réforme claire. On aime, on n'aime pas. Après, oui, il a coupé. Oui, voilà. Mais il a fait la réforme. Il a obtenu, c'était un pari aussi, comme toute réforme, il a obtenu. À quel prix maintenant? Ça, maintenant, peut-être aux Argentins, c'est moins de répondre. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qui est dommage. Peut-être Madame Kanté l'a évoqué tout à l'heure. Là, on perd du temps, en fait, parce que pour moi, on ne peut pas y échapper à cette réforme. Et la réforme, elle va être douloureuse. Maintenant aussi, il faut qu'on fasse très attention. L'exemple de la Grèce. Il faut qu'on le rappelle. C'est-à-dire que là, on oublie. La Grèce, il y avait le même problème que nous aussi, hein. La Grèce a dit, d'ailleurs, ils l'ont pas dit, ils l'ont découvert. Lorsqu'ils sont rentrés dans l'euro, avant qu'ils rentrent dans l'euro, ils avaient organisé les JO en 2004. Ils ont tout mis là-dedans. D'ailleurs, c'est JP, c'est-à-dire que Goldman Sachs, du moins, qui a arrangé leur compte. Ça, mais je dis tout à l'heure, en termes de transparence, il y a des gens qui trichent, en fait. Donc, si vous êtes naïf, vous êtes le seul. Bref. Ils sont rentrés dans l'euro. Problème, crise à l'époque, en 2008, 2009. Ils ont signé la Grèce. C'est-à-dire que le FMI appliquait à la Grèce comme l'Afrique, comme on n'a jamais appliqué. Diviser des pensions, ils ont piffé à la Grèce. Ils ont vendu les ports grecs appartiennent aux Chinois. Conclusion, rien du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas redressé la Grèce. Les dettes ont baissé un tout petit peu, les niveaux de vie ont beaucoup chuté. Donc, j'interpelle juste, en fait, sur ce côté aussi, finalement, c'est que c'est bien de faire des réformes, mais quel type de réforme demain il faudra faire? Donc, la Grèce nous donne un exemple. Est-ce que le peuple sénégalais peut supporter ce que la Grèce a subi? Ma réponse est clairement non. Parce que tout le monde est déjà, finalement, pour manger 3 fois par jour, on entend, voilà, au quotidien, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, en fait, c'est la réforme, Dominique. C'est-à-dire que, à quel moment on va aller à des réformes? Parce qu'on est obligé de faire des réformes. Et puis, je finis juste la réforme. Le professeur l'avait dit tout à l'heure, et je suis partisan de ça, d'ailleurs, c'est ça notre préoccupation, dans le privé. C'est bien, en fait, de ponctionner dans le privé, mais pour faire quoi? Mais c'est ça la question, pour faire quoi?
Si c'est pour financer les dépenses de fonctionnement de l'État, en termes de nombre pléthore de fonctionnaires, avec des services qui sont immédiats, par exemple, je donne un exemple précis, Air Sénégal. Air Sénégal, pour moi, c'est l'exemple même d'une décision qu'il faudrait prendre en fait de manière courageuse. Pourquoi sacrifier 18 millions de Sénégalais pour 600 travailleurs Air Sénégal? Déficitaire, budgétivore, il a absorbé quasiment, je pense, pas loin d'1 trilliard, 1000 milliards pour la dépense que l'État a dedans. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il continue finalement à injecter de l'argent autour de Air Sénégal. Pour faire quoi? Pour quel résultat? C'est tous les pour résultat zéro, parce que le secteur aérien, c'est un des secteurs le plus compliqués en termes de développement. Voilà. C'est-à-dire que, juste pour résumer mon propos, moi, ce que j'attends, en fait, c'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, c'est la réforme. Mais on peut pas y échapper à la réforme. C'est-à-dire que le nombre pléthore de services on connaît tous, on a tous fait des papiers en bas de l'administration. Regardez, par exemple, les services de la justice. Ça fait 1 mois que plus de sociétés, tous ceux qui veulent monter des sociétés sont bloqués parce que les greffiers, ils sont à tort ou à raison. Ça, c'est pas je ne fais pas de jugement de bonheur, mais je constate juste qu'est-ce qu'il faudrait faire. Comment il faudrait faire, en gros, pour que le pays ne soit pas bloqué. C'est ça, en fait, mon propos. Donc, c'est vraiment un besoin de réforme profonde. Et naturellement, Adama, et c'est là où je veux venir, la réforme de la fiscalité. On doit réformer la fiscalité. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas une question d'alignement, parce que quand tu regardes le droit des sociétés, à part Abidjan qui a 25%, c'est à peu près le même. Nous sommes tous autour de 30%, du moins dans la sous-région. Avec exactement la même fiscalité lourde, qui taxe. C'est la réforme de la fiscale. C'est-à-dire que il y a des choses, ils doivent réformer. Et puis, peut-être juste un dernier petit mot. C'est sûr, on ne peut pas avoir un résultat différent avec la même méthode. C'est-à-dire que si on veut finalement faire cette réforme systémique, ce que je pense que tous les Sénégalais appellent de leur vœu, avec la même méthode, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, la manière dont l'administration fiscale fonctionne. Vous dites qu'il y a 90% d'informels. Votre collecte n'est pas efficace. Et vous continuez de faire de la même manière. Il n'y a aucune réforme que vous faites. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous attendez pour aller voir ces gens-là, justement pour établir cette relation de confiance-là, pour ne pas être trop lent, et puis peut-être va acheter au plus le la parole. Madame Conté, elle qui parle au nom des citoyens, puisque c'est la plus citoyenne. Donc, oui, donc aujourd'hui, 90%, est-ce réaliste? Aujourd'hui, quel est le regard des citoyens par rapport à ce financement-là? Voilà, donc j'ai écouté les interventions, je me pose encore les questions, je me dis, voilà, c'est toujours des questions citoyennes. Toute cette dette-là, ces finances, ces montants, mais qui les supporte? Qui les supporte? Les citoyens. Non, les citoyens. On dit tout simplement les citoyens. Ils sont les citoyens qui se... Non, les entreprises, c'est des citoyens qui sont dedans. Ils sont... Oui, Parce que beaucoup de citoyens, demain, tu ne fais pas de... Vous n'avez, peut-être que vous n'avez pas pensé. Peut-être que vous n'avez pas compris. Même le petit enfant, même l'enfant qui va chez le boutiquier achète un petit bonbon à sa part. Sa part. Il contribue. Donc, tous ces chiffres-là, ces gros montants, pour moi, c'est les citoyens qui supportent tout cela. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de Air Sénégal. J'ai discuté la semaine, parce que je vais rebondir sur c'est comme ça que j'ai réfléchi, hein. J'ai rebondi sur les questions clés, des phrases clés. Je dis, mais pourtant, il y a autre chose qui peut se faire. Vous avez dit que l'État a injecté des milliards dans Air Sénégal. Et pourtant, Air Sénégal, voilà. Mais c'est parce que, je l'ai dit à un acteur clé qui est dans l'aviation Sénégal. Je lui dis, c'est pas possible d'être dans le même ring avec des mastodontes de l'aviation. C'est pas possible. Arrêtons d'être dans le même ring avec ceux qui sont plus puissants que nous. Pourquoi Air France est plus rentable en Afrique que Air Sénégal au Sénégal? Bien même les autres compagnies africaines. Je pense que il faut que les pouvoirs publics reviennent sur les questions essentielles. Aujourd'hui, Air Sénégal, si j'étais président de la République du Sénégal, j'allais fermer la compagnie et mettre cet argent dans la création de chemins de fer. Ces milliards injectés, mais c'est parce que les chemins de fer, au moins, ça va relier les populations, les populations, les 14 régions du Sénégal.
Non, j'ai pas. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'argent perdu avec Air Sénégal. Cet argent, cette manne d'argent, on aurait pu les mettre dans les chemins de fer, relier les régions du Sénégal. Ce serait plus rentable. Mais bien sûr, ce sera plus rentable. Pourquoi? Parce que au moins, les populations, déjà, il y aura tellement d'impact en termes de commerce, en termes de mouvement, des marchandises, des personnes et tout. C'est-à-dire, tu peux te lever ici à Dakar, tu prends un train qui t'amène directement à Ziguinchor. Il y a déjà l'aspect touristique, il y a l'aspect industriel. Les populations seront là à créer de la richesse à partir d'un chemin de fer. Selon vous, l'impact serait plus colossal. Plus colossal. OK. Ils l'ont pas fait. C'est parce que on ne regarde pas on n'est pas sur les enjeux, les vrais enjeux. Si il parle par exemple de 90% de ressources internes. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'on est en train de vivre une catastrophe économique. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, comment? Tout le monde. Mais c'est une Catastrophe, je trouve que c'est assez... Monsieur, dans les régions, je parle pas de Dakar, dans les régions, il y a rien qui bouge. Je viens de l'intérieur du pays la semaine dernière. Il y a rien qui bouge là-bas. Maintenant, comment voulez-vous lever cette manne d'argent alors que ceux qui doivent créer cette richesse, vous ne leur donnez pas les ressources nécessaires pour créer cette richesse? Je parle de ça. Les grandes décisions sont dans leur bureau, ils prennent de grandes décisions. Mais ceux qui supportent, ceux-là qui doivent créer de la richesse, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Je parle de ça. Je ne parle pas des gros chiffres, les réformes. Je parle pas de ça. Je parle des 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, allez à part Dakar, il y a aucune région qui est industrielle au Sénégal. C'est catastrophique. Il y a aucune région qui est industrielle au Sénégal. C'est catastrophique. Mais ça, quand même, vous pouvez pas leur imputer à ceux qui viennent. Je suis pas dans les jugements. Je suis une citoyenne. Dans le constat. Je suis pas dans les jugements. Je suis pas là à dire qui a tort ou qui n'a pas tort. Je suis pas là. Juste un Ça ne constat. m'intéresse pas. J'ai dit, il y a 14 régions au Sénégal. Les 13 ne sont pas industrielles. C'est une catastrophe. C'est parce que, encore une fois, on n'a pas décentralisé le pouvoir. Encore une fois, on n'a pas donné le pouvoir aux citoyens pour créer la richesse. C'est ça la vérité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense qu'on va... Ça n'a pas commencé aujourd'hui, Oui. mais on avait en face une jeunesse qui avait deux jeunes citoyens qui avaient cette ambition de changer, de faire bouger les... Ils ne sont qu'à 15 mois. Ils ont du temps pour peut-être nous le prouver. Pour le moment, c'est le désespoir. Bon, peut-être, ils ont un mandat de 5 ans. C'est certainement qu'on attend de voir. Et je l'ai dit à l'entame de mes propos. Ils ont présenté un agenda Vision Sénégal 2050, un agenda de transformation. Et j'ai dit dans mes propos que ce plan de redressement dont on parle, c'est un plan de redressement fiscal, d'aller chercher des niches, dans les niches des recettes pour l'État. Normalement, ce plan devrait être inséré en amont dans l'agenda national de transformation. Je suis pas contre ce plan-là, mais je me dis, c'est pas aujourd'hui qu'on devrait en parler. C'est hier qu'on devrait en parler et demander et booster le peuple. Parce que le peuple, tout ce qui l'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est de le booster par l'éducation, la formation, l'emploi et tout pour créer de la richesse et que cette richesse-là va permettre à remplir la caisse de l'État et faire développer le pays. Peut-être mieux vaut tard que jamais. Je suis désolée. Bon, donc nous allons poursuivre avec cette émission Sénégal plan de redressement de Sonko, ambition et limites. Professeur Ndiaye, je viens vers vous. Tout à l'heure, Adama a brossé quelques mots là-dessus. Donc j'en viens à la fiscalité. Donc sont-elles suffisantes pour augmenter la pression fiscale? On a Sangomar, GTA qui donne de très bons résultats. Il y a le ministère qui a publié les chiffres hier. Les résultats sont louables. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. On peut pas déjà compter sur les recettes des hydrocarbures. Parce que ici,
2028, on s'attend à avoir en tout et pour tout 225 milliards de recettes fiscales sur le pétrole. 225 milliards en 3 ans, d'ici 2025. C'est dans les documents de prévision. Donc, c'est pas beaucoup. Mais je voulais revenir un peu sur le débat là. En Afrique, nous avons des problèmes avec le secteur public. En économie, c'est simple. En économie, il faut faire les bons choix, les choix rationnels. Il faut faire des dépenses efficientes. On ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent là où vraiment structurellement on est en déficit. Sauf dans certains cas exceptionnels d'entreprises publiques, de services publics, où l'État doit vraiment prendre en charge ce déficit-là pour que les autres, comme dans le transport par exemple. Mais le problème en Afrique, c'est que les entreprises publiques sont gérées dans la gabegie totale, la corruption. Mais ce qui se passe à Air Sénégal, c'est rien d'autre que c'est la corruption. C'est du n'importe quoi. Une entreprise regarde ce qui s'est passé, c'est la même chose qui s'est passé à la Poste. La gestion des entreprises laisse à désirer en Afrique. Les gens en font des patrimoines de partis. Ce n'est pas qu'au Sénégal. Ce n'est pas qu'au Sénégal. Et ça, c'est ce modèle-là, c'est le modèle d'entreprise publique en Afrique qu'il faut changer. C'est le modèle qu'il faut changer. Soit il faut privatiser les entreprises quand il le faut. Il faut que l'État, parce que à l'état actuel de nos institutions, nous sommes incapables de gérer convenablement des entreprises publiques. À chaque fois que vous avez une entreprise, ça finit par la faillite. Parce que pour des raisons politiques, à cause de la faiblesse de nos institutions. Et chaque fois, moi, je dis, en tant qu'économiste, je dis, la première réforme que je ferai dans ce pays-là, c'est de renforcer la magistrature. La première réforme qu'il faut faire en Afrique, en Afrique, le problème de développement, c'est un problème institutionnel. L'environnement de l'économie n'est pas bon. Parce que les politiques font ce qu'ils veulent. Ils viennent à l'État pour s'accaparer des richesses. Faire des clientélismes politiques. C'est pour ça que les entreprises ne marcheront jamais. On avait une ICS. C'était un fleuron en Afrique. Oh, ça, c'est terminé. Les entreprises, les conditions ne sont pas réelles. Il faut qu'on ait des institutions solides, une indépendance de la magistrature. En plus, il faut de la transparence. Il faut de la transparence dans la gestion de tout ça. Si vous avez ces deux conditions-là, vous pouvez créer des entreprises publiques. Mais tant que vous ne les aurez pas en Afrique, ça ne marchera pas. Et Allez-y, professeur, oui. donc, c'est ça que je voulais signaler. Maintenant, pour revenir maintenant au problème des nouvelles recettes. Ouais, mais le problème ce qu'on craint, c'est que ces nouvelles recettes-là aient des effets pervers. Ouais, c'est-à-dire que lorsque vous mettez trop d'impôts, des fois, ça peut créer des effets pervers. C'est-à-dire que trop d'impôts tue l'impôt. C'est-à-dire que vous mettez trop d'impôts, vous taxez par exemple tel produit, les consommateurs vont consommer moins, et si les consommateurs consomment moins, les producteurs vont produire moins. Donc vous avez enfin un cercle vicieux, une baisse, parce qu'il y a trop d'impôts. Vous mettez trop d'impôts sur la tomate, les gens vont faire beaucoup de riz blanc, plus de riz à la tomate, parce que c'est cher. Donc on fait beaucoup de riz blanc, donc la tomate va baisser, concentré de tomate, c'est moins produit, et ça se répercute sur le long de la chaîne de valeur. Les cultivateurs de tomates vont ressortir ça. Donc, il faut faire très attention avec parce que vous avez une fiscalité, c'est à un niveau d'équilibre. Lorsque vous changez la fiscalité, l'assiette aussi change. Parce que si par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un, si vous roulez maintenant, vous dépassez la vitesse là, la contravention va passer de 5 000 à 15 000. Dites à quelqu'un, vous dépensez ça à l'heure. Aujourd'hui, vous faites 5 000 CFA, mais si vous faites ça, la prochaine fois, vous allez dépenser 15 000. Mais les gens ne vont plus faire d'excès de vitesse, mais vous n'aurez plus de recette fiscale. Alors, professeur. Vous voyez, vous n'aurez plus de recette fiscale parce que vous augmentez le taux, l'assiette se rétrécit. Donc, il y a ces risques-là. Et ça, c'est un risque. Le deuxième risque, c'est que ça alourdit les coûts de production. Il y a la question de la compétitivité dont parlait M. Wade. Ça alourdit les coûts de production des entreprises. Et donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je préfère un plan minimal. Parce que le plan minimal ne nous engage pas dans tout ça. C'est-à-dire qu'il faut le faire doucement. Au lieu de faire un plan à 6 000, moi, j'aurais fait un plan à 2 000 qui règle le problème. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de dire d'arrêter, mais de revenir à un déficit normal supportable. Et puis, il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé, c'est que le plan de redressement, en fait, c'est dû au fait qu'on est surendetté. Mais le plan de redressement ne parle pas de la dette. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le plan de redressement ne fait pas allusion à la dette. C'est justement des colonies qui vont faire justement pour
Non, 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 non. Non, non, j'ai fait un autre article que je crois que M. Watt ne l'a pas encore publié. Mais vous avez dit, parce que j'ai vu notre article pour montrer qu'en fait, actuellement, quand on parle de 90%, l'opinion publique pense que, avec ça, on est libre maintenant, on ne dépend plus du financement extérieur. Ah, mais c'est totalement le contraire. Ouais, donc, c'est ça. Parce que, j'ai recalculé d'ici 2028. Ce plan-là, c'est de 2025-2028. Il prévoit 6 400. Mais 2025-2026, si vous calculez les déficits budgétaires, si vous calculez ce qu'on a payé comme dette, on est à 22 000 milliards. Service de la dette. Service de la dette plus déficit. Il y a 22 milliards que l'État doit financer, que doit payer. Il y a 22 000 milliards. 22 000 milliards dans ces 3 années-là. Ouais. Donc, voyez les 6 400, Exactement. on ne parle pas de la dette. Alors que chaque année, l'État doit rembourser 5 000, 4 000, etc. jusqu'en 2028. Ça, c'est pas pris en compte ici. C'est pas pris en compte dans le plan de redressement. Je vous demanderai vraiment de publier le deuxième article. Je le fais. Je dis que C'est en cours. ouais. Donc, c'est ça. Donc, notre problème demeure entier. Le problème demeure entier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous trouvez, disons que vous trouvez les 6 400. Disons qu'on trouve les 6 400. Il n'y a pas de problème. C'est en interne, c'est en ressources endogènes, il n'y a pas de problème. Mais le reste des 6 400, c'est-à-dire les 22 000 de la dette là, vous allez emprunter. Hein? C'est pas là, les 6 400, vous allez emprunter. Si vous allez emprunter, ça, on ne peut pas le trouver dans le marché interne de l'UEMOA. Il va falloir aller dans le marché extérieur. Je crois qu'il y a un discours qui cache ça. On n'est pas encore exempté des marchés extérieurs. Oh, non, c'est toujours là. On ne peut pas se passer des marchés extérieurs. Il faut que ça soit clair dans la tête des Sénégalais. On ne peut pas encore. C'est évident. On peut, ne serait-ce que pour payer la dette. C'est pas la dette empruntée par Thomas et Sonko, mais c'est la dette de qui viennent. Mais l'État, c'est une continuité. Donc, il faut qu'il rembourse. Pour rembourser, c'est pas avec les 6 400. Hein. Il va falloir emprunter. Et donc, et ça, pour emprunter, à l'état actuel, où la Sénégal est défiée par les marchés, mais si on en emprunte à l'état actuel, on va emprunter à des taux élevés de 10-12%. Hein? On peut dans le scénario. Alors, voilà. Donc, ça, comment éviter ça? Comment éviter ça? Il faut réformer, il faut trouver un accord avec le fonds. Il faut trouver un accord avec le FMI. C'est incontournable. Il faut trouver, sans cela, vous allez vous retrouver dans les marchés avec des taux prohibitifs. C'est ça le risque. Et puis, si vous ne trouvez pas l'accord avec le fonds, vous ne donnerez pas le bon signal aux partenaires, aux marchés, aux partenaires internationaux. Le Sénégal nous appartient, mais le Sénégal appartient au monde. Il ne faut pas l'oublier. Le Sénégal nous appartient, mais il appartient au monde. Et le monde a son mot à dire. Ce qu'on a toujours tendance à oublier. Donc, cet accord avec les FMI-là, c'est indispensable. Il faut trouver cet accord-là. Ça, c'est une coopération. Ce n'est rien. Vous avez signalé tout à l'heure que même la Grèce, qui est dans l'Union européenne, c'est une grande puissance. La Grèce était obligée de trouver un accord avec les FMI. Avec tous les moyens qu'ils ont. Effectivement, vous n'avez pas de l'Argentine. L'Argentine était obligée de trouver un accord avec les FMI pour aller vite. Et nous aussi, on a besoin de ça. Je crois. On a besoin de ça. Alors que les négociations sont très avancées avec le FMI. Ils négocient. Oui, c'est ça. Nous allons rester avec le professeur rapidement parce qu'il a abordé un sujet qu'on devait aborder à la fin, mais on va chambrer les choses. Vous avez parlé de renouer avec la confiance auprès des bailleurs. Quelle stratégie aujourd'hui pour renouer avec ces institutions internationales? Non, je pense qu'ils ont une bonne chose. Ils ont fait une bonne chose en dressant leur propre plan de redressement. Maintenant, ce plan de redressement-là va être discuté avec les bailleurs. Ils vont pas venir les mains vides. Ils disent, voilà, ils vont dire aux familles, voilà ce que nous voulons, nous. Mais ils vont discuter. Et s'ils sont d'accord, mais c'est tant mieux. Parce que là, eux, ils sont prêts à réduire le déficit. Mais ils vont discuter. Oui, mais je pense et s'ils sont d'accord, c'est tant mieux. Un des points d'achoppement, c'est-à-dire que je pense que oui. Vous avez raison, professeur, mais un des points d'achoppement, c'est-à-dire que vous appelez de vos voeux, finalement, on puisse renouer avec le FMI. Oui. Heureusement, effectivement, en cas de rapport de force. Mais un des points que le FMI a toujours exigé, que le président, l'ex-président Macky Sall n'a jamais voulu faire, parce que comme lui, il était sur le 3e mandat, c'est la subvention au niveau de la CNRD.
C'est-à-dire que quand le FMI est venu voir le président Macky Sall, écoutez, si vous voulez encore des rallonges budgétaires, nous, on veut finalement que vous arrêtez les subventions sur le carburant. On a eu, non, d'abord carburant. Le carburant a augmenté. Et le Sénélec. Et le président Sall avait dit que s'il avait touché la subvention du gasoil, d'ailleurs ça, tout allait augmenter en termes d'inflation. Et là, on va dire en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une énergie qui est subventionnée, qui absorbe une grosse partie de nos ressources. Et j'aime beaucoup la solution, ta proposition, Adama, sur le fait d'amener en fait les entreprises en IPO, c'est-à-dire en introduction en bourse. Toi, tu as cité, celui qui t'a cité. J'ai pas voulu citer de nom, mais non, c'est une grande baille. Je trouve que Nater, Nandonas, tout ça, par exemple, il y a un certain nombre d'entreprises sur lesquelles en fait on peut lever. Et je trouve que la problématique que nous avons aujourd'hui, professeur, c'est ça en fait. C'est-à-dire que est-ce que les Sénégalais aujourd'hui, c'est-à-dire que le FMI, une de leurs conditions, qu'est-ce que vous dites? Moi, je ne suis pas pour l'ajustement en touchant au secteur énergétique. Moi, je ne suis pas pour. Hein. Oui, mais c'est ça leurs conditions, parce que quand vous dites, quand vous appelez votre vœu, finalement, qu'on y est d'accord avec eux. Non, quand vous regardez le plan de redressement présenté par le gouvernement, il y a possibilité de faire de l'ajustement sans toucher à l'énergie. Oui, mais c'est impossible. Oui, mais ce que je dis, c'est que les gens en face de vous, en l'occurrence, ils ont toujours dit que l'une de leurs conditions désormais, c'est qu'il faut que l'État du Sénégal parce qu'il y a, mais je dis, il y a des possibilités. Moi, j'ai fait après le plan de redressement, j'ai fait une contribution. Je me suis dit, puisque vous avez 6 400 milliards que vous pouvez dégager, alors que moi, je sais que vous, avec 2130 milliards, il faut faire un plan de redressement sans toucher à l'énergie, c'est possible. Avec tout ce qu'ils dégagent là, ils peuvent le faire. Parce que toucher à l'énergie, c'est très risqué. C'est très risqué socialement, économiquement, c'est très risqué. Donc, il ne faudrait pas être ça. Donc, j'espère que le FMI lira votre pack. Il ne faudrait pas. Mais c'est possible. C'est possible. Mais en fait, encore une fois, je ne comprends pas. C'est possible. L'Occident, qu'est-ce qui fait marcher l'Occident? Pourquoi l'Occident est si industrialisé? C'est l'énergie. Oui. Alors, pourquoi nous, on veut nous asphyxier? C'est ça, je ne comprends pas. Mais il faut qu'on subventionne les non, en fait, il vient de dire que le FMI va demander qu'on lève les voilà. Et qu'il a refusé peut-être. Ouais, il a eu. C'est parce que le président a compris que si on veut le développement, on peut pas faire le développement sans énergie. D'accord? L'énergie, c'est-à-dire le carburant, tout ce qui est, source énergétique. Mais l'Occident, c'est ça qu'il a compris. C'est pour ça que l'Occident est en Afrique. Pourquoi l'Occident est en Afrique? Pourquoi ils sont ici? C'est parce que chez eux, l'énergie est vitale. C'est comme l'oxygène que nous respirons. C'est vital. Ils ont besoin de l'énergie pour faire fonctionner tout ce qui marche, qui fait leur développement. Alors, pourquoi nous? Mais c'est la première ressource sur laquelle on doit travailler, que cette ressource soit accessible à toute la population, même dans les fins fonds des villages, pour que eux qui sont là-bas, ils puissent prendre cette énergie, travailler et créer de la richesse. Et FMI demande qu'on arrête la subvention. Mais c'est aberrant. Je comprends pas, c'est aberrant. Ça, il faut refuser ça. Maintenant, Madame Kate, il faut qu'on vous explique quelque chose. C'est-à-dire que le raisonnement du FMI, c'est pas compliqué. Vous prenez un père de famille, il gagne 200 000 francs par mois, et chaque mois, il s'endette, il a une dette de 25 000 chaque mois. exactement. Mais à un moment donné, on vous dit, mais arrêtez, vous ne pouvez plus. Et même les boutiquiers de quoi, tout ce qu'ils ne pourront plus continuer à lui prêter de l'argent parce qu'il devient comment, non solvable. Mais c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que là, le problème de l'énergie, écoutez, le Nigeria, premier producteur africain de pétrole, a réduit les subventions drastiquement sur le carburant. Ça a failli en servir. Non, c'est pour vous dire. Le problème, c'est lorsque vous avez un niveau de vie qui dépasse vos moyens, vous êtes obligé de couper. Moi, je pense que c'est fait à dessein par les Occidentaux. Non, je m'explique. Je m'explique. Vas-y. Ma première fois aux États-Unis, ce qui m'a frappé, c'est que même leur bus, partout où tu vas, tu sens l'électricité climatisée, la maison. C'est-à-dire, c'est l'électricité, l'énergie plutôt est accessible. L'énergie abondante.
abondante. Donc, nous, les Africains, on doit savoir que, si on veut vraiment le développement comme souhaité, c'est que s'approprier la question de l'énergie. Pour ma part, en tant que citoyenne, et j'en suis foncièrement convaincue, que c'est fait à dessein. Parce que si on libéralise l'énergie en Afrique, ça veut dire que c'est pas bon pour l'Occident. Ouais, il faut pas. Parce que déjà, toute leur production, c'est déversé en Afrique. Ils viennent prendre les ressources, après ils vont transformer, après ils viennent. Mais nous, par exemple, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les régions ne sont pas industrialisées. Il y a des initiatives citoyennes qui sont là. Mais si elles veulent les mettre en place, ces citoyens veulent les mettre en place, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a une question d'énergie. La question de l'énergie est là. Les coûts énergétiques. Il y a tout cela. Alors que si on demande, on dit par exemple, le grand combat, c'est de libéraliser, c'est d'avoir l'accès à l'énergie à tout le monde. Mais c'est eux, c'est ce qu'ils font chez eux. Mettez en blackout la France pendant 72 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Mettez en blackout les États-Unis pendant 72 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Alors pourquoi les FMI insistent à ce que l'énergie, la subvention sur l'énergie soit arrêtée? C'est parce que c'est fait à dessein, le développement de l'Afrique. Je crois que, madame, il faut qu'on arrête un certain type de raisonnement. Il ne faut pas qu'on trouve toujours que le sous-développement d'Afrique, c'est l'étranger. Non, je ne suis pas professeur. Non, il faut qu'on dépasse ça. Professeur, excusez-moi, je n'ai Notre jamais... sous-développement, à 75%, ça dépend de nous. Professeur, excusez-moi. Les facteurs sont internes. Professeur, excusez-moi, je n'ai jamais été dans les questions de jugement. J'ai fait un constat. J'ai fait un constat. Il ne faut pas accuser l'Occident. Non, je ne suis pas dans les... L'Occident a plus d'énergie que nous. Professeur, permettez, professeur, qu'est-ce que c'est? L'Occident a plus de pétrole que nous. C'est que les gens oublient. L'Occident a plus de pétrole que nous. Oui, mais C'est que les gens oublient. professeur, écoutez-moi, vous êtes terminé après. Écoutez-moi, moi, je ne suis pas dans les considérations de valeur. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas, et je ne serai jamais la citoyenne qui va dire que tous nos problèmes c'est l'Occident. Je n'ai pas dit ça. Okay. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il faut que ça soit clair. J'ai dit, le constat que j'ai fait quand je suis allée aux États-Unis, j'ai vu une ville énergivore. J'ai vu une ville énergivore. Et qui, à partir de cette énergie, ils ont fait la croissance exponentielle. C'est mon constat. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que l'énergie est moins chère, c'est tout. C'est le coût de c'est ce que je suis. Est-ce que vous savez que l'énergie est plus chère à... Laissez-moi développer. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis le vrai combat aujourd'hui pour l'Afrique. Oui. C'est d'avoir accès à l'énergie. Nous avons besoin, même dans les fins fonds des villages, ils ont besoin de ça. Absolument. Pour se développer. Absolument. Les communes en ont besoin. Je parle de ça. Je ne parle pas de la victimité. J'ai jamais été, je ne regarde jamais l'Occident comme un bouc émissaire. Je n'ai jamais regardé l'Occident. Je dis que nous avons la possibilité d'arriver à ce niveau-là avec eux, mais avec une vision très claire. C'est-à-dire quand on est à la table des négociations, qu'on pense à nous. Quand je dis qu'on pense à nous, pas ceux qui sont au sommet de l'État, mais ceux qui dirigent le peuple, qui se disent, ah, il y a dans mon village quelqu'un qui a besoin de ça. Moi, je vais me battre sur la table de négociation pour que cette personne ou bien cette communauté puisse avoir ça. Je suis pas dans la victimisation. Je suis dans l'égal, dans, comment on appelle, le partenariat d'égal à égal avec une vision partagée. Je parle de ça. Je suis pas dans la victimisation. Ça répondez, et puis on va revenir sur notre plan de... Non, je veux dire, tout ce que vous posez là, c'est des problèmes de coûts de production. Donc, plus vous produisez, il y a ce qu'on appelle les économies d'échelle, les coûts baissent. C'est ça qui explique que l'énergie baisse. Dans nos pays, beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter l'énergie. Donc, on ne peut pas produire. Parce qu'elle est chère. Voilà. Elle est chère. Non, elle est chère parce qu'on ne produit pas beaucoup. Oui, mais c'est ça. Il faut inverser le raisonnement. Oui, mais elle est chère, on ne produit pas beaucoup. Mais il faut produire. Voilà. Et puis, bon, peut-être que ça va être ce que je veux dire, c'est que nous allons négocier avec les FMI. Mais nous avons intérêt. C'est pas le FMI qui a intérêt. Il faut que les gens le sachent. Le FMI n'a aucun intérêt à négocier. Le pays d'abord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Donc, ça sera clair. C'est nous qui avons besoin des FMI. C'est nous qui allons vers les FMI qui disons, ah, nous avons des problèmes, nous voulons votre argent. Aidez-nous. Parce que vous avez, l'FMI a de l'argent public, hein. C'est pas de l'argent, c'est de l'Afrique. C'est de l'argent qui appartient à la communauté internationale, au Sénégal, aux États-Unis, à tout le monde. Et donc, nous allons prendre cet argent-là. Mais l'FMI vous dit, ça, c'est de l'argent public. Donc, l'argent public, on peut vous donner dans n'importe quelle condition. Si vous ne changez pas votre train de vie, ça ne vous donne pas cet argent. Et c'est ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas donner à un État qui accumule des déficits de l'argent
alors qu'ils ne se réforment pas. Et la réduction des subventions, c'est le gouvernement qui en parle. Le FMI le veut, mais le gouvernement l'a rejoint. Parce qu'on parle aujourd'hui dans le plan de redressement, on en parle. On parle de subventions ciblées. C'est ça que ça veut dire, subventions. C'est dans le plan de redressement de Sonko. On parle de subventions ciblées, hein. Donc ils vont le coup. Mais moi, je suis pas pour cette option-là. Et je dis que c'est faisable. On peut redresser la chose sans toucher à l'énergie. Et vraiment, c'est la meilleure façon. Donc, on va dire un peu plus sur les subventions ciblées qui figurent dans le plan de redressement. Subventions ciblées, ça veut dire, on va dire, vous, professeur Amad Ndiaye, hein? C'est pas nouveau, les subventions. Non, c'est pas nouveau. On va dire, vous, professeur Amad Ndiaye, vous allez payer, au lieu de 150, vous allez payer 175, parce que vous avez les moyens. Alors, on va dire aux paysans du Fouta, non, vous n'avez pas les moyens, vous. Au lieu de payer 175, donc vous allez payer 100 francs et l'État vous fait 75. Ouais. Voilà, c'est pas social. Mais, Donc, c'est appliqué depuis quelques années, ça. ouais. Donc, c'est une manière de réduire ensuite, parce que les subventions pèsent lourdement dans le déficit. Donc, il faudrait. Mais, il y a l'autre aspect, la macroéconomique. Ce qu'on appelle, parce qu'en économie, vous pouvez raisonner en termes partiels, mais il faut toujours raisonner en termes généraux. Et en termes d'équilibre général. Parce que si vous raisonnez dans votre coin seulement, vous ne regardez pas les impacts sur le reste, vous risquez de vous tromper. Alors, au Sénégal, on est très sensible sur la question énergétique. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on y touche vraiment. Il faut faire un plan pour éviter d'y toucher. Parce que dans 2 ans, 3 ans, le Sénégal aura de l'électricité à prix bon marché, avec le gaz qui vient. On l'aura. Donc, il y a une période transitoire de 2-3 ans. Non, ça viendra. Je veux dire, c'est prévisible. Parce qu'on aura du gaz avec Exactement. Ouais, non, c'est un truc. On en a besoin on en a besoin. Et ça viendra. Nous restons donc dans le plan de redressement. J'avais une question pour Adama. Alors, le fait que le plan de redressement ne prenne pas en compte la dette, est-ce une faiblesse en soi ou pas? Alors, moi, je ne dirais pas que le plan ne prend pas en compte la dette. Je dirais, Les grandes lignes. comme tout plan de redressement, il est focalisé sur les mesures de redressement. Et justement, parmi ces mesures, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de voir les économies qui seront réalisées dans le fonctionnement de l'appareil de l'État profond. Quelles sont les économies, justement, qui seront réalisées et comment, à quelle échéance. Est-ce que, parce que ce qui vous reste dans la tête, c'est en chiffres, hein, pour aller vite, c'est de dire, j'ai entendu que les députés auront chacun une voiture à 50 millions de francs CFA. Est-ce que ça correspond à l'esprit d'un plan de redressement économique et social? Est-ce qu'on va revoir ça ou bien non? Est-ce que chaque député aura 1000 litres de carburant? Moi, je pense que quand on veut vraiment aller dans ces mesures de vigueur, il faudrait commencer par les grosses structures, comme par exemple les députés, par exemple. Parce que je ne crois pas que dans un pays, même comme la France, la Suisse ou la Grande-Bretagne, un député peut oser parler d'une voiture de 50 millions de francs CFA sur le dos du contribuable. Et là, il y a beaucoup d'économies à réaliser au niveau de l'appareil central, de son mode de fonctionnement, en procédant par exemple à la digitalisation, de la digitalisation et la transformation même digitale, pour rejoindre un peu le thème de notre hackathon, et en rendant par exemple les documents d'état civil accessibles. Et le casier judiciaire, on ne doit pas, par exemple, si on est de Sédhiou, envoyer l'horaire, se faire envoyer, revenir et tout, perdre 3 jours pour un casier judiciaire, pour un extrait d'état civil. Je pense que là, l'État peut se réformer et présenter aux citoyens un service efficient, donc avec moins de temps, moins d'argent, et en même temps donc baisser ses coûts de fonctionnement. Ça, c'est très important. L'autre aspect, c'est par rapport à la dette. Je reviens juste sur un palliatif, c'est l'introduction en donc qui est une piste quand même sérieuse, d'autant qu'il y a un besoin. On a une grosse banque française qui va partir et ça traîne en longueur. On n'arrive pas à la céder. Je pense que là, c'est une belle occasion parce que et le cédant et l'État, le partenaire, seront très heureux d'empocher de l'argent. Donc, je pense que là, c'est une belle occasion.
l'État détient des actifs dans certaines banques stratégiques. Pourquoi ne pas les emmener en bourse? Le TER a des dettes à rembourser. Et aussi, à mon avis, le TER a une ligne, c'est pas important pour lutter contre les embouteillages. Il faudrait avoir 10, 15, 20 lignes de TER. Donc, une perspective serait justement d'amener cette grosse boîte en bourse et essayer d'imaginer même des lignes avec Thiès, avec d'autres localités. Les autoroutes du Sénégal, idem. Pour moi, c'est-à-dire qu'on doit passer d'une économie avec beaucoup d'États à une économie avec moins d'États, mais mieux d'États. Alors, pour aborder le dernier volet de ce grand débat axé sur le plan de redressement de Sonko, ambition et limites, je vais commencer avec le professeur Ahmad Ndiaye. Professeur, vous allez faire un résumé. Donc, je vais faire un tour de table, un résumé, d'une part, de revenir brièvement sur cette ambition et les limites de ce plan de redressement. Sur les, comment dirais-je, la portée du plan. Bon, quand on regarde le plan, on sait qu'on peut mobiliser des moyens. On peut mobiliser des moyens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, ce qu'il faudrait pour vraiment respecter l'orthodoxie budgétaire, revenir à 3%, c'est 2130 milliards. Et ça, pour remettre le budget sur les rails. Donc, rester sur les normes de déficit de 3%, soutenable. 2300. Mais ce plan-là va à 6 000. Donc, ça veut dire que ce plan décèle qu'il y a des moyens, il y a des niches. On peut mobiliser de l'argent. Mais attention, ça peut avoir des conséquences négatives. Et ça, une des limites. Attention à l'impact sur les impacts négatifs sur le secteur privé. Et ça, c'est une des limites. Deuxième limite aussi, c'est le fait de ne pas, le plan n'a pas traité de la dette, du stock de la dette. Donc, et donc, c'est ça une des limites. Et je crois que si le traitement de ce stock de la dette là, c'est plus un traitement qualitatif que quantitatif. C'est peut-être que ça n'a pas été tenté. Quand je parle de traitement qualitatif et diplomatique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, mais c'est en relation avec le plan. C'est-à-dire que le traitement de la dette dépend de la réussite du plan du redressement économique. Si ce redressement est réussi, est faisable, et avec l'onction du FMI, la question de la dette sera bien réglée. J'en viens à vous, Adama. Donc, on parle en termes de conclusion, de résumé de ce plan de redressement, les limites à votre avis. Alors, les limites, c'est d'abord justement les conditions que le FMI ne manquerait pas de poser. Et je rejoins là, je pense, tout le monde en disant que la subvention ou bien, il ne faut pas toucher à l'énergie d'une manière générale parce que l'énergie, c'est la source de tout de l'économie. Je rejoins vraiment Madame Kanté. Et je me suis toujours dit que tous les pays qui ont appliqué cette mesure ont connu des troubles. Vous avez vu le Nigeria, une année après son arrivée au pouvoir, le président Tinubu, qui a recruté justement, je pense, un ancien de Goldman Sachs d'ailleurs, qui arrive et qui dit non, on va réduire pour que l'assiette soit bien et tout. Alors là, il y a eu les plus grandes émeutes que le Nigeria ait jamais connues et le président, il quitte pour vraiment plus que des frères. Le Ghana, la même chose. Donc, je pense que même cette histoire de parler en termes négatifs de la subvention, je ne partage pas l'analyse. Parce que je me dis que la subvention, elle est une contrebasse par rapport à l'inflation, à l'augmentation générale des prix. Comme l'énergie entre pour beaucoup dans la formation des prix du transport, si jamais on augmente les prix du transport, c'est comme on relève le plancher d'un certain nombre de services, y compris le transport public. Et à la fin, on va renchérir les prix et rendre aussi les PME, PMI beaucoup moins compétitives. Donc, créer de l'inflation qui va venir encore baisser donc le pouvoir d'achat des agents économiques. Donc, je pense que c'est le FMI d'ailleurs, qui est quand même un organe supranational qui a droit de vie, mais pas de mort sur la plupart des pays. Je trouve que le FMI s'est souvent trompé
dans ses recettes quand même économiques. Le FMI et la Banque mondiale. Je n'ai jamais vu de pays qui a appliqué rigoureusement les recettes du FMI et de la Banque mondiale et qui s'en est sorti. Donc, le Sénégal doit négocier au mieux, comme a dit Barab Kanté, en pensant à ses citoyens d'abord et en disant voilà mes objectifs et voilà mes limites. Je ne peux pas dépasser ce point. Donc, voilà. Le Sénégal doit négocier, donc j'en viens à vous, Rivo, les limites de ce plan de redressement. Et le professeur parlait de passer de 5 400 à 2 130 milliards. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, pardon. 6 400. Ah, pardon. De 6 400, pardon, de 6 400 à 2 130. La limite, pour moi, clairement, c'est de faire supporter la totalité de ce plan par le secteur privé. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres qu'ils ont publiés, l'économie qu'eux, ils comptent faire, c'est à peine 100 milliards. C'est un chiffre, moi, c'était publié. L'économie de l'État comme fait, c'est 100 milliards. Cela dit, en fait, en termes de réforme. Pour moi, c'est la grosse limite. Dans un écosystème, 99%, d'ailleurs, ça aussi, c'est-à-dire que je trouve que c'est dommage que les conseillers du Premier ministre ou du moins du président n'ont pas commandé d'études. La dernière étude sur l'écosystème entrepreneurial du Sénégal date quasiment de 10 ans. C'est en 2017. C'est là qu'on avait vu que 98%, que les 70% de la contribution à la recette fiscale provient de 1-2% du moins des multinationales. Donc, pour moi, la limite, c'est clairement le fait que faire supporter ce plan sur un écosystème fragile. Madame Kanté parlait effectivement, vous parlez aussi finalement, Madame Kanté qui parlait de manque d'industrialisation. Et c'est une des conséquences parfaites, c'est-à-dire que vous n'avez pas un tissu, vous n'avez pas une assiette solide. Quand on parlait tout à l'heure, qui paye des impôts? Personne ne paye des impôts, en fait. C'est-à-dire, clairement, c'est ça. Parce que si tout le monde aurait payé un petit peu, on n'en serait pas là. Et c'est là aussi, finalement, que j'appelle la réforme. Et donc, la limite, c'est quelle réforme? Et je suis d'accord avec toi, Adama. Et ça contribue à ça. Quelle réforme? Les députés avec autant d'argent. On n'a pas d'argent. Et là, peut-être, je vais soulever quelque chose. C'est quelque chose que j'ai discuté en famille ou avec des amis. Le train de vie de l'État, l'avion présidentiel, par exemple. Est-ce qu'on a les moyens de payer un avion présidentiel, un jet privé à notre président dans la situation dans laquelle nous sommes? En sachant que ce jet-là a été acheté neuf par le président Macky Sall, il faut l'entretenir, il faut finalement qu'il vole. Lorsqu'il vole, il faut qu'on paie les taxes. Bref, c'est tous ces trains de vie-là, en gros, dont on a besoin pour que ces plans, en fait, puissent être crédibles. Mais malheureusement, une fois, ça, les gens vont dire, oui, est-ce que le président va voler en ligne économique? Mais si vous n'avez pas les moyens, oui, il prend un ex-Sénégal comme tout l'autre. Ils verront que finalement, il y a un problème. Mais bien sûr, c'est-à-dire que voilà, moi, j'ai pas de problème que le président, finalement, les ministres, ils prennent les transports en commun. Comme ça, ils verront exactement à quel état sont nos transports en commun. Peut-être le lendemain, ça va être réglé. J'ai pas de problème comme le président Talon avait fait demain au Bénin, interdiction des évacuations sanitaires. Tout le monde meurt là, ou finalement, personne ne meurt. Non, c'est-à-dire que ça, c'est pour moi, ça, c'est des choses claires, concrètes, en fait, qui est beaucoup de limites par rapport à ce plan. Et juste pour revenir, les 100 milliards juste que l'État économise, en sachant que le dépense de fonctionnement représente le troisième budget de l'État. Le premier, c'est l'investissement, la dépense autour de 30%. Le deuxième, c'est le service de la dette. Et le troisième, c'est le dépense de moins de fonctionnement, plus de 1,5. Le service de la dette dépasse l'investissement quand même. Non, le service de la dette, non, ne dépasse pas l'investissement. C'est-à-dire que pour le moment, l'investissement, c'est le premier somme. Pour ça. La dette et amortissement de la dette. Là, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que le service de la dette est aux alentours de 960 milliards. C'est ça, en gros, c'est-à-dire du moins sur le site, du moins du gouvernement. Bref. Ce que je dis juste, c'est que pour moi, la limite, je le redis encore, c'est ne pas avoir tracé une réforme ambitieuse, courageuse surtout. C'est-à-dire que, on a un plan. Quand vous montez une entreprise, vous allez voir devant vos emplois, écoutez, j'avais un plan, moi, j'avais recruté, mais malheureusement, pour la situation, je dois finalement me séparer de vous. Je sais que vous avez une famille à tenir, mais je dois faire ça. Donc, pour moi, c'est ça la limite. En tout cas. Quand vous parlez de réforme courageuse, que plusieurs points exactement. Mais dans tout, en fait. C'est-à-dire, nous sommes tous d'accord, la réforme du droit du service public. Aujourd'hui, Adama a évoqué, du moins de manière peut-être très vite par rapport à du moins la digitalisation des actes. Mais il y en a beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les greffiers. Aujourd'hui, il faut se poser des questions avec les greffiers. Comment se fait-il qu'une corporation dans l'ensemble d'un pays? C'est pas normal, c'est un constat. Parce que depuis un mois, tous ceux qui veulent créer leur société n'arrivent pas parce qu'il faut la position de la signature du greffier. On peut citer beaucoup d'exemples comme ça. Et oui, je peux aussi finalement citer par exemple les policiers. Moi, je suis beaucoup parce que moi, je prends beaucoup le transport en commun, le VTC et en gros.
les policiers, finalement, qui demandent de l'argent à ces jeunes-là de machin. Mais ça, c'est une réalité. Mais ça devrait, finalement, appeler à des réformes. C'est-à-dire que Yango, la société est là. Ils disent qu'ils font du transport illégal. Mais les jeunes disent, mais si on fait des transports illégaux, mais vous savez, le siège de Yango qui est là-bas, mais Yango, comme ça, on fait un tous. Mais on ne peut pas laisser Yango, Yango, Itch, PKG et puis tout le reste, finalement, c'est pareil. Laisser ces sociétés-là, ils sont là, et vous taxez tous les jeunes, finalement, quelque chose, en fait, de moi qui est extrêmement. C'est ça, les réformes que les gens, en fait, pour moi, les citoyens, de moi, si je peux permettre, utiliser le mot de Madame Conté, les citoyens attendent. Donc, le plan tel qu'il est présenté pour moi, c'est au niveau de l'État qu'on aurait attendu, en gros, pour moi, vraiment une grosse part. C'est-à-dire, OK, les 2 milliards, les 2000 milliards que le professeur a cités, on peut les trouver. Sincèrement, tout de suite, c'est une réforme courageuse. On fait quasiment toutes les agences. On réduit tous les salaires de manière drastique et on laisse passer, finalement, il y a trop de bureaucratie. On peut les trouver du jour au lendemain. C'est-à-dire que il a fait, il a trouvé, mais oui, mais moi, je ne catégorise pas par rapport au libéral. Moi, c'est sur le courage politique. C'est ça surtout, en fait, c'est le courage. Êtes-vous courageux pour revenir devant vos électeurs? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes courageux devant vos électeurs en disant que ceux qui vous avez élus, vous allez le dire, maintenant, je veux me défaire de vous parce que pour l'intérêt de la nation. C'est ça, en fait, comment j'appelle le courage politique. Malheureusement, pour moi, c'est-à-dire que on ne peut pas l'échapper. Et le fait qu'on repousse, c'est juste on perd du temps. En début de semaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a touché les lois de salaire des fonctionnaires. Oui, mais ça, c'est... Oui, mais il faut qu'il agisse. C'est ça, pour moi, je demande au Premier ministre, moi, modestement, c'est une écoute. Agissez, bon sang. C'est-à-dire que oui, d'accord, vous avez fait une plainte, mais on l'attend concrètement. Je pense que Madame Conté le revenir après. Concrètement. Concrètement? Oui, d'accord, vous avez dit ça, mais est-ce que vous avez baissé leur salaire? Et d'ailleurs, et j'en finis par là. Je trouve que dans une mesure aujourd'hui, dans une situation difficile que le Sénégal connaît aujourd'hui, pour moi, il aurait été ça, et même finalement courageux, de dire finalement à tous les ministres, les 43 ministres, à tous les hauts cadres sénégalais, en disant finalement que les ministres gagnent désormais 400 000. Ministre, c'est pas obligé. Vous acceptez ou vous partez. C'est-à-dire que toutes les directions... Ça veut dire ça même pas le loyer. Ça même pas le loyer des ministres. C'est très intéressant votre mot, professeur. Mais là, j'ai dit en fait, c'est-à-dire que ici là, vous vous rendez compte finalement de comment les gens le sont. C'est-à-dire que quand vous dites finalement que plus d'évacuation sanitaire, on ne paye plus vos cliniques privées, vous devez... Ce que j'ai dit juste, c'est que il faut... En quoi le président aujourd'hui, le premier ministre aujourd'hui, loger, nourrir, blanchir, etc., et tout peut encore toucher un salaire de 5 millions. Juste par le principe, en fait. C'est ça que j'ai dit. Donc, ce que j'ai dit là, c'est pas une question de populisme, parce que moi, je vois pas revenir, oui, de populisme, c'est pas ça. Mais c'est juste, c'est que, on donne l'exemple et les gens vont suivre. Mais vous pouvez pas dire que vous êtes bien, que vous voyagez comme ça et que vous demandez aux gens, finalement, de se réussir. C'est juste ça. La pédagogie, par exemple. Non, mais nous, notre peuple, professeur, je trouve que notre peuple n'est pas compliqué à diriger. Ils font ce que leurs dirigeants font. Si vous avez un dirigeant, c'est pour ça que Sankara reste dans la mémoire en son toute une génération. Qu'est-ce qu'il a fait, Sankara? Il dit qu'il dort sur un simple lit. Il dit finalement qu'il enlève le Mercedes, il dit en 4 On aime, on n'aime pas. Il dit finalement tout le monde doit porter les dents faniques. On aime, on n'aime pas. Mais c'est comme ça finalement que les gens disent, OK, quand on adhère par rapport à ce que tu dis. À la fin, je suis d'accord, il y avait des soucis. Mais ce que je dis juste, c'est que nos dirigeants allaient ce qu'ils disent. Nous sommes dans une situation difficile. Je ne vois plus comment, finalement, on peut encore rouler en jet privé. Je ne vois plus pourquoi les ministres doivent encore faire des missions à l'étranger. Il y a Zoom, il y a Google Meet, il y a Teams, qu'on peut gérer ça. On doit diviser ça. Les salaires de tous les hauts fonctionnaires doivent être réduits. Les carburants, tout ça doit être réduit de manière drastique. Et qu'on a vu vos 2000 milliards. Je dis, vous faites ça très vite. Très, très vite. On peut faire des calculs. Il y a 42 ministres officiels. Comptez avec les ministres conseillers. Les ministres conseillers, c'est 2 millions. Faites le calcul. Vous baissez tout ça rapidement et vous posez du 400 000, c'est beaucoup. Mais il y a des gens qui gagnent 150 000, professeur. Ouais. Il y a des gens qui gagnent 80 000. Mais un ministre, quand même. Non, il y a un salaire d'efficience pour le ministre. Si vous payez 400 000, je ne vais pas pouvoir faire le travail. Ouais, il y a d'autres préoccupations. Est-ce que je peux parler à ce niveau-là? C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est très intéressant. Ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple. C'est-à-dire que quand vous faites un redressement économique, quand vous prenez des mesures d'austérité, il faut que la population adhère. Et pour que la population adhère, il y a ce qu'on appelle la pédagogie sociale par l'exemple. C'est-à-dire que les dirigeants doivent donner le bon exemple. Et ces exemples-là, en fait, quand on supprime les voitures des députés, on diminue
les salaires des ministres, ça ne fera pas plus de 10 milliards. En fait, si on calcule, ça ne fera pas. Mais c'est l'impact sur la psychologie sociale qui est important. Ça ne fait pas beaucoup de ça. Hein? Mais c'est l'impact sur la psychologie sociale. Les gens disent, tiens, nos ministres vont faire ça. Ils vont plus de papier. Mais l'impact sur la psychologie sociale répond aux 2 milliards. Si, c'est ça. Ça permet de faire passer le reste. OK. C'est ça, ma pédagogie sociale, par exemple. Les ministres, le président, chaque ministre diminue, on va baisser le salaire de 5 000 de 500 000. On va, les députés là, plus de voitures. Achetez des voitures, mais vous allez acheter des voitures, mais on vous le paye dans vos salaires. C'est ce qu'on dit. Professeur. Non, qui dessert. non, ils ont des salaires. Ils ont des salaires. Ils prennent pas. Non, ils ont des salaires. Vous prenez des salaires sur votre salaire. Non. Mais je dis, il y a le symbolisme dans tout ça. Il y a le symbolisme. Mais ensuite, il y a des dépenses structurelles qu'il faut toucher. Les dépenses structurelles. Les dépenses structurelles, oui. Vous avez des dépenses structurelles, des dépenses de fonctionnement, des subventions, etc. Mais puisque on ne va pas toucher aux subventions, c'est pas difficile. Mais vous savez, ce qui est important, c'est de fixer des objectifs. Une fois que vous fixez des objectifs, vous dites, chaque ministre, votre budget c'est ça. Votre budget c'est ça, respectez-le. Point, c'est pas difficile. Merci. Il faut fixer les objectifs et puis chacun s'en tient à son budget. Merci beaucoup, professeur. Nous terminons avec Madame Conté, les limites du plan de redressement de Sonko. J'aime bien qu'on m'appelle Marème. D'accord. Marème, pardon. Marème, d'accord. Exactement. On termine avec vous. Après, je suis en train d'écouter. J'écoute et je ris un peu. J'ai dit, c'est encore une fois, il a parfaitement raison. Il faut prendre l'exemple. Personnellement, la plume citoyenne, lorsque l'ADER a appelé les pauvres citoyens sénégalais à s'endetter pour acheter les moutons, moi j'ai écrit et j'ai dit cette année je ne fais pas la tabaski et je l'ai pas fait. Non, j'ai pas fait. Parce que je me dis, déjà, notre religion nous l'interdit. Ensuite, comment on peut demander à des pauvres? Moi, je dis que la pauvreté, pour moi, même ça n'existe pas. Je parle plutôt de la précarité. Défaut de moyens, leur demander de venir s'endetter sur une dizaine de mois pour un mouton et un sacrifice d'une journée. Je trouve ça vraiment décevant. Les autorités doivent montrer l'exemple comme il l'a dit. Je suis pas pour un ministre qu'on paye, on paye à 400 000. oui, parce qu'il y a l'image du pays, mais il y a ce sacrifice qu'il faut faire. Donc, dans le plan de redressement, moi, je vois 3 choses. Il y a le sacrifice, il y a l'ambition, il y a le sacrifice, il y a les limites. Le sacrifice, c'est que partout où on peut jouer pour alléger la souffrance des populations, je suis d'accord. Partout où on peut booster la population pour créer de la richesse, je suis d'accord. Et dans ma dernière plume citoyenne, voilà comment j'ai le titré, j'ai dit que le FMI a gagné sur son dos. Et c'est la vérité. Pourquoi? Non, mais c'est la vérité parce que ce que FMI voulait depuis longtemps et qu'il n'a pas eu, il a eu avec son plan de redressement économique et social. De quelle manière? De quelle manière? Ce plan-là, pour moi, c'est un plan d'ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Donc, qu'on ne nous dise pas, oui, on est là, on va faire ceci, on va ça. C'est un plan de redressement, d'ajustement structurel parce que les gars, ils sont allés jusqu'au mur. Ils savent pas où aller. Maintenant, ils ont reculé. Ils ont dit, bon, on va aller voir le peuple pour aller penser et pouvoir relancer notre économie. C'est bien. C'est une ambition, c'est bien. Mais comme je le dis, je le répète, ça c'est depuis le début. Le peuple, on n'a pas besoin de l'inquiéter. Le peuple, on le booste. On le booste par l'éducation, la formation, l'emploi, la créativité. On booste le peuple parce que c'est le peuple qui porte le développement. Je parle de ça. Et j'ai dit, si on ne fait pas attention et qu'on ne retrousse pas les manches pour travailler, c'est-à-dire travailler dans le sens de laisser le peuple titiller la créativité chez le peuple.
titiller la créativité, demandez-leur créer de la richesse, travailler. Il faut qu'on travaille. Si on ne fait pas ça, attendons-nous demain à ce qu'on brade nos fleurons industriels, nos patrimoines nationaux, le port, le CDA aux Chinois, l'aéroport à je sais pas à qui. Attendons-nous, parce que là où on devrait commencer, c'est-à-dire le faire, on le bat pendant qu'il est chaud, au moment où il est chaud, et en faire la forme désirée. C'est ce que je crois. Et ça n'a pas été le cas. Depuis le début, quand ils sont venus, ils nous ont présenté un plan, un agenda national de transformation budgétisé à hauteur de 18 000 milliards 500. Maintenant, on nous parle, oui, on va aller sur les ressources internes avec à hauteur de 5 000 milliards. Où est-ce qu'on va trouver le gap de 13 000 milliards 500? C'est avec le FMI. Parce que nous sommes un peuple, un pays sous-développé. Donc, on ne peut pas être dans l'isolationnisme en disant, bon, on va suffire. C'est pas possible. L'argent qui est, les prévisions sur les ressources endogènes, là, internes, c'est bien. Que cet argent serve au peuple. C'est-à-dire repris, comment on appelle, le prix du peuple, mais réinjecté. Et ça crée de la valeur. Et en même temps, ce qu'on a, le lien qu'on a avec le FMI, on continue parce qu'il est indissociable, indéfectible. Tant qu'on est sous-développé, on a besoin de l'extérieur pour avancer. Donc, ce que je demande aujourd'hui, c'est que les Sénégalais, ces jeunes-là, moi, je veux leur réussite. Je suis pas de pasteur, mais je veux la réussite d'Ousmane Sonko. Je veux la réussite du président Diomaye. Parce que ils ont porté un espoir. Ils portent un espoir. Maintenant, il faut que cet espoir-là soit visible, concrétisé, réalisé, mais en relation étroite avec les aspirations, les besoins et les préoccupations du peuple. Juste pour finir avec vous, 2 mots sur les limites de ce plan de redressement. Il y en a tellement. Ils ont cité, il y a des limites. Mais pour moi, je suis pas du genre à parler des limites. Voilà. Parce que quand on parle aux limites, on est un peu pessimiste. Voilà, ça bloque. Donnons-nous de l'espoir. Donnons-nous de l'espoir. Et en nous donnant de l'espoir, allons à l'intérieur du pays. Les communes, qu'est-ce qu'ils font? Les communes, c'est quoi leur rôle dans la créativité, dans la création de richesses à partir des communes? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça. Je parle de ça. L'immobilier, par exemple. Les gens pensent que l'investissement, c'est le béton. C'est pas le béton. Parce que vous prenez un cadre là qui gagne 1,5 million par mois, ou bien qui gagne plutôt 1 million ou 1,5 million. Vous lui donnez un appartement à 600 000. Mais ça ne sert absolument à rien. Il faut libéraliser le pouvoir d'achat. J'aurais aimé aujourd'hui, Adama et témoin, au Maroc, vous avez un bel appartement à 5 000 dirhams, 10 000 dirhams. Mais ici, vous avez un petit appartement de rien du tout, on vous le donne à 600 000 francs CFA. L'État doit aller vers ces questions essentielles. Dire que les appartements, on peut les louer jusqu'à 300, 350 000, 400 à la limite. Le restant, c'est du pouvoir d'achat. C'est pour aller créer d'autres activités. On n'est pas là à habiter seulement, à habiter dans des foyers. Il faut à partir de l'argent qu'on gagne, qu'on crée des activités sportives, religieuses, culturelles et tout. Mais le peuple sénégalais, on vit pas ça. Regardez toutes nos infrastructures. Comment vous pouvez penser le stade là de Abdoulaye Wade là? Mais normalement, tous les week-ends, il devrait y avoir des activités dans ce stade, au niveau de ça. Les activités culturelles, les activités de je ne sais pas quoi. Mais pourquoi on ne pense pas ça? C'est le peuple qui porte le développement. C'est le peuple qui porte le développement. C'est le peuple qui porte la créativité. Donc, toutes les infrastructures mises en place, on doit voir comment l'investissement qui est injecté, comment amortir ça? Comment créer de la plus-value à partir de ces investissements? Le terre, c'est seulement les travailleurs qui prennent par-ci, par-là, tous les jours. Mais le terre, c'est une source de financement.
à partir des activités qu'on va créer et qui va permettre aux populations d'aller prendre le terre et aller faire des activités, comme par exemple au niveau de Diamniadio ou à l'intérieur de Dakar. Donc, encore une fois, je suis pas sur les limites parce que moi, les limites, c'est des carcans, voilà. Je suis dans le sacrifice et l'ambition. Donnons-nous de l'espoir. C'est sur ces mots que se referme le grand débat d'aujourd'hui porté sur le plan de redressement de Sonko, ambition et limites. Donc, merci beaucoup, professeur Amat Ndiaye, dont je rappelle que vous êtes éminent économiste sénégalais, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Expert reconnu, vous avez collaboré avec des institutions prestigieuses telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international et auteur de nombreuses publications. Merci également à Adam Awad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci à Rivola Larati-Montresi, CEO de la RDR Rencontre des entrepreneurs, le défenseur des petites et moyennes entreprises. Merci également à Marem Kanté, comme vous voulez qu'on vous appelle ainsi. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes l'auteur de la célèbre chronique La Plume citoyenne diffusée sur LinkedIn et repris par de nombreux médias. Merci d'avoir été des nôtres. Merci surtout à vous pour votre aimable attention. Merci de choisir Financial Afrique pour vous informer. C'est tout pour le grand débat d'aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine, certainement avec un autre sujet. Mais d'ici là, prenez soin de vous.